direct 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Automobile au Maroc, le secteur se développe à une vitesse grand V. L'élément propulseur, un écosystème adapté aux exigences du marché, fruit d'une vision royale stratégique et prospective qui se concrétise. Le Made in Morocco creuse son sillon sûrement et emprunte la voie de l'innovation. En cette semaine de commémoration du 67e anniversaire de la création de la DGSN, l'institution s'ouvre au grand public. À Fès, elle lance la 4e édition des journées portes ouvertes, une manière de rapprocher un public jeune aux différents corps de métier de policiers. Ce 17 mai, nous célébrons la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Une occasion de braquer les projecteurs sur ce mal qui ronge de nombreux Marocains et qui impacte la qualité de leur vie. Alors comment mieux gérer sa tension? Réponse de spécialistes dans ce journal. Bonsoir à tous. Industrie automobile, le Maroc fait son entrée dans la cour des grands. En l'espace de quelques années, le Royaume a émergé comme l'un des acteurs les plus en vue de la filière. Un choix stratégique couplé à de bonnes performances en termes d'exportation et d'attractivité des investissements. Cette semaine, un pas de géant a été accompli avec la présentation à Sa Majesté le Roi de 2 voitures de différents segments, toutes les 2 made in Morocco. Autant dire que l'automobile au Maroc passe à la vitesse supérieure. Samir Asban et Boubkar Ben Ghbret. L'industrie automobile au Maroc entame une nouvelle ère. La présentation à Sa Majesté le Roi de la voiture de Neo Motors, une société détenue par des capitaux marocains, et du prototype d'un véhicule à hydrogène de la société Nemix reflète la volonté du souverain d'encourager et de promouvoir les initiatives entrepreneuriales nationales. Aujourd'hui, le secteur automobile est considéré comme l'une des industries contribuant le plus à l'économie nationale. Sa promotion viendra renforcer la souveraineté économique et industrielle du royaume. Sa Majesté le Roi a toujours accordé un intérêt particulier au secteur industriel, à l'élément humain et à la formation. Une grande importance est tout aussi donnée au secteur privé, appelé à s'inscrire dans cet élan. Tous ces facteurs ont de quoi renforcer le leadership industriel du royaume, surtout dans le secteur industriel. Le Maroc est d'ailleurs dans le top 20 dans ce segment. Sa Majesté le Roi témoigne beaucoup de sollicitude envers les jeunes talents, à la recherche scientifique et à l'innovation, dans un contexte marqué par l'ouverture de l'Université marocaine de l'innovation. Dans un contexte privilégiant une mobilité propre, les projets développement de nouvelles formes de transport écolo sont les bienvenus. La vision royale a d'ores et déjà tracé le chemin pour la promotion d'une industrie exploitant des énergies non polluantes comme l'hydrogène vert. L'investissement dans les énergies vertes est l'enjeu sur lequel s'appuie le Maroc pour promouvoir le label Made in Morocco et les investissements étrangers. Le Maroc dispose de tous les atouts pour s'imposer sur le marché. Le Maroc se donne les moyens de ses ambitions avec à l'appui un écosystème adapté aux exigences et besoins du secteur automobile, de quoi faire fleurir de nouvelles générations d'entreprises à la fibre innovante. Et pour un décryptage avec nous ce soir, Driss Laïsaoui, analyste économique. Bonsoir Monsieur Driss. Bonsoir. Un pas de géant est franchi dans la production automobile au Maroc, notamment avec la conception de la première voiture Made in Morocco, Neo Motors, qui a d'ailleurs été présentée à Sa Majesté le Roi en début de semaine. Une nouvelle ère s'ouvre dans l'industrie automobile sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Aujourd'hui, le Maroc récolte le fruit d'une vision royale qui érige le secteur industriel parmi les priorités du royaume. Absolument, c'est une priorité qui aujourd'hui on peut toucher directement à travers ses réalisations. Il y a une première réalisation, c'est cette voiture Neo Motors qui sera une voiture publique, une voiture économique, une voiture à la portée de tout un chacun, de tous les citoyens, mais elle aura l'avantage d'avoir été fabriquée sur la terre marocaine, avec des ingénieurs marocains, avec des ouvriers marocains, et ça c'est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est comme ça que commencent les grandes révolutions industrielles. C'est des petits pas qui s'accumulent dans le temps et l'espace et qui permettent
aux ingénieurs, aux ouvriers, aux travailleurs de cumuler toutes ces expériences et les mettre les unes à côté des autres pour fabriquer une voiture. Donc on s'attendra que dans 15 ans, dans 20 ans, le Maroc va être très compétitif sur ce segment des véhicules économiques, sur ce segment, parce qu'en fait, on a des pays qui le font, l'Italie, la Turquie, le Brésil, etc. Mais le Maroc peut aussi dire son mot à ce niveau. Et le meilleur moyen pour le Maroc, c'est d'avoir un prix. Et je pense que les fabricants de cette voiture ont pensé à ce prix pour le mettre à la disposition de la bourse marocaine. Et c'est jouable, c'est véritablement jouable quand on voit sa forme, parce que c'est une voiture qui peut servir dans le monde rural et aussi dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a aussi le projet avant-gardiste de la voiture de luxe qui roule à l'hydrogène, qui a d'ailleurs été développé par un Marocain. Son prototype a été également présenté au souverain. C'est là un second projet qui est en droite ligne avec l'orientation du Royaume vers le développement des énergies vertes, en particulier l'hydrogène vert. Quelles sont les perspectives de développement de ce moyen de transport propre au Maroc à l'aune de cette nouvelle innovation ? Cette innovation, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi ? On a parlé tout à l'heure de la compétitivité de l'industrie automobile marocaine. Aujourd'hui, on a une gamme qui va s'adresser aux Marocains moyens, aux Marocains qui ont un petit pouvoir d'achat, qui peuvent faire un crédit. Donc les banques vont aussi s'associer. Mais on a aussi une voiture qui va s'adresser à une autre frange de la population. Elle peut être marocaine comme elle peut être étrangère. Mais l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle fonctionne à l'hydrogène. C'est-à-dire qu'elle a des capsules qui permettent de transformer cette énergie en électricité en un rien de temps, ce qui est extraordinaire. Et de toutes les manières, tout a été fait, toute la réflexion a été menée pour faire de cette voiture un outil de concurrence pure et parfaite par rapport à ce qui existe sur le marché mondial. Et je pense que les Marocains vont pouvoir véritablement exprimer leur volonté d'être acteurs et d'être au premier rang de ceux qui fabriquent les voitures dans le monde. Et le Maroc dispose d'un écosystème favorable à la production automobile sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Comment est-ce qu'on peut percevoir l'évolution de ce secteur dans les années à venir ? Est-ce que le Maroc sera plus compétitif ? Je pense, écoutez, nous avons Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui ne cesse de donner son poids, de donner de l'intérêt. Parce qu'en fait, l'inauguration à laquelle assiste le roi lui-même au sein du palais royal, c'est un événement extraordinaire. Vous savez, demain, les Marocaines et les Marocains ont vu ces voitures. Ils vont se demander où sont ces voitures, comment on peut les acquérir, comment on peut les acheter, etc. Ce sont des voitures qui vont se développer. Et leurs perspectives de développement sont assurées. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a l'élément de compétitivité qui est assuré. Il y a aussi la capacité de ces voitures à regarder de très près le besoin du citoyen qui a évolué, qui a changé, qui n'est plus le Marocain que l'on connaissait auparavant. Donc, je pense que les perspectives seront prometteuses. Pourquoi ? Pour l'industrie marocaine qui est d'ores et déjà aux avant-postes des pays qui vont jouer des rôles importants dans le futur qui arrive. Cédric Aïssaoui, je vous remercie pour ce premier éclairage. Merci. Le Maroc a été retiré de la liste grise des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux. L'annonce a été faite par la Commission européenne. Cette décision tient compte des informations du groupe d'action financière et des modifications décidées lors de la dernière plénière du GAFI de février 2023 dans la liste des juridictions sous surveillance renforcée, dite liste grise. En effet, le GAFI avait retiré le Maroc de sa liste grise à la suite de la mise en œuvre par le Royaume de son plan d'action convenu avec le groupe. Selon la Commission, avec les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d'action convenu avec le GAFI, le Maroc a remédié aux carences de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ne représente plus une menace pour le système financier international en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Sila Issaoui, retour à vous. Alors, cette décision n'est pas le fruit du hasard, elle est bel et bien le couronnement des efforts et actions proactifs du Royaume en matière de renforcement de l'arsenal juridique pour la lutte contre le blanchiment des capitaux. Oui, absolument. C'est-à-dire que le Maroc, depuis très très longtemps, a toujours dit que le Maroc est loin de toute tentation de blanchiment d'argent et de toute tentation de corruption, de toute tentation de faire du Maroc un autre pays que celui de la démocratie. Et le Maroc, effectivement, est arrivé à le faire et il a fallu qu'il attende. Il faut avoir de la patience. Et avec la Commission européenne et avec les gens du GAFI, je pense que le travail a payé. Et le fait de nous avoir retirés de la liste grise est une réussite extraordinaire qui permettra au Maroc d'aller de l'avant dans d'autres secteurs. C'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est une question de perception positive qui vient de s'ajouter à l'image du Maroc. Monsieur Driss Issaoui, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci. À Jeddah, le comité ministériel arabe à composition non limitée d'appui à l'État de Palestine a appelé à une action au niveau international pour soutenir les efforts de l'État de Palestine pour obtenir une plus grande reconnaissance et de devenir membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Lors de sa réunion mercredi à Jeddah en Arabie Saoudite dans le cadre des réunions préparatoires de la 32e sommet arabe, le comité a exhorté les États membres à poursuivre leurs contacts avec divers pays du monde pour les amener à reconnaître l'État de la Palestine, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité, et de soutenir son adhésion à part entière à l'ONU. Parlant opération de transit pour l'année 2023, l'été approche à grands pas. Pour accueillir vacanciers et marocains résidant à l'étranger, la commission mixte maroco-espagnole de transit s'est réunie à Madrid. Les discussions ont porté sur les dispositifs opérationnels mis en place par les deux parties afin de garantir les meilleures conditions du déroulement de l'opération, notamment en termes de fluidité, de sécurité et de sûreté, des mesures d'assistance et de proximité des actions de communication, ainsi que des mesures de prévention et de vigilance sanitaire. C'était l'une des grandes nouveautés du chantier de la digitalisation mené en 2022 par la DGSN, la nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique, une carte qui bénéficie à tous les citoyens marocains et à nos compatriotes résidant à l'étranger. Elle leur permet de profiter des services d'identification en présentiel ou en ligne en utilisant la plateforme tiers de confiance nationale et l'espace identité numérique. Les précisions dans ce reportage de Khadija Zerwal, Abdelali Ayad avec Iman Ablou. Direction du système de l'information et de la communication de la DGSN. La cheville ouvrière de l'identité version numérique. Une application développée pour permettre à tous les titulaires de la carte nationale d'identité numérique de s'authentifier de manière sécurisée sur les services en ligne tout en protégeant les données personnelles. L'identité numérique facilite plusieurs démarches administratives, bancaires et bien d'autres services à distance. Parmi les services assurés grâce à l'identité numérique, la demande du casier judiciaire, que tout citoyen peut demander par mail à travers l'usage de son identité numérique. Concrètement, on ouvre l'application de l'identité numérique, on scanne le code demandé, ensuite on met le code PIN qui nous permet d'avoir accès à ces données personnelles que l'on envoie par la suite au guichet électronique du casier judiciaire. البطاقة الوطنية وصفتها للشباك الإلكتروني ديال السجل العدلي. Une application qui accompagne la délivrance et la généralisation de la nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique, qui permet à son détenteur de bénéficier en présentiel ou en ligne de services d'identification. Une application qui garantit une amélioration palpable des prestations administratives fournies aux citoyens et à nos compatriotes résidant à l'étranger. Aujourd'hui, le citoyen peut télécharger l'application Mon Identité Numérique qui est disponible sur le Play Store et l'App Store pour lire les données enregistrées sur sa carte ou pour réinitialiser son code PIN ou pour prouver son identité, donc s'authentifier afin de bénéficier des différents services numériques proposés par les organismes publics et privés.
Le citoyen peut également accéder au portail identité-numérique.ma. Il lui permet de vérifier l'historique de toutes les transactions d'authentification qu'il a pu effectuer et aussi d'autres services autour de l'identité numérique. L'année 2022 a été marquée par la poursuite de la réponse rapide et instantanée aux demandes des citoyens pour l'obtention des documents d'identification électronique et administratifs et de titres de séjour pour étrangers. Les chiffres sont parlants. Plus de 4 300 000 cartes nationales d'identité électronique nouvelle génération ont été délivrées. Ouais. Je vous rappelle que pendant la semaine, nous célébrions le 67e anniversaire de la création de la DGSN. Et en commémoration de cette date, à Fès, le coup d'envoi de la 4e édition des journées Portes ouvertes de la DGSN a été donné avec pour thème 67 ans de modernisation continue pour un service public citoyen. Une initiative citoyenne qui vise à sensibiliser le public aux efforts de modernisation de la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l'ordre public. Mohamed Louahibi, Fouad Al-Harch et Nisrine Awzdar. Ils ont quitté leur classe le temps d'une journée d'immersion dans les coulisses du travail mené par les différents éléments de la DGSN. Même loin des bancs de l'école, ces élèves ne se sont pas défaits de leur curiosité savante. Ils s'entretiennent avec les policières et les policiers, leur posent un tas de questions et ils tendent bien l'oreille sur une noble profession qui les fascine. On nous a fourni des explications bien détaillées sur les étapes à suivre afin de réussir un portrait robot. Je trouve cela formidable. Les éléments de la DGSN ici présents sont à l'écoute. Je les remercie pour leur gentillesse et pour leur dévouement à la patrie. Je suis là pour découvrir les derniers développements qui ont marqué le secteur de la sécurité nationale. Je suis très fière de ce qui a été réalisé par notre police. Nous avons appris tellement de choses sur le métier de policier qui ne cesse d'évoluer positivement. Merci à la DGSN pour cet excellent événement. Police scientifique, frontières intelligentes, formation et carrière. Les stands mis à la disposition des visiteurs sont nombreux. Celui concernant la lutte contre la cybercriminalité ne désemplit pas. Normal, à l'ère du digital, les enfants restent des proies faciles aux cybercriminels. La police judiciaire, direction générale de la sûreté nationale. L'objectif de cet espace de lutte contre la cybercriminalité est de prévenir contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles à travers la sensibilisation des enfants et des adultes sur les différentes formes et tendances de la cybercriminalité telles que la sextorsion, l'usurpation d'identité, la diffamation, les escroqueries, le piratage et les attaques en ligne, tout en donnant des recommandations sur comment utiliser Internet de manière sûre et sécurisée. Au programme aussi de cette action citoyenne, des démonstrations de la brigade équestre, motocycliste et cynotechnique, ainsi que des ateliers sur les techniques de self-défense et de maîtrise des personnes dangereuses. Page santé, nous célébrons aujourd'hui 17 mai la journée mondiale de l'hypertension artérielle. L'occasion de rappeler l'importance de renforcer la sensibilisation et la prévention contre ce facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Au niveau national, plus d'1 250 000 patients seraient suivis au niveau des établissements de soins de santé primaire. Mohamed Nasseri, Wafa Yaqoubi et Zakaria Mouqin Billah. Si vous souffrez de maux de tête, d'essoufflement, de vertiges et de problèmes de vision, il est probable que vous soyez atteint d'hypertension artérielle. Pour le savoir, un tensiomètre suffit. Mais pour un bon diagnostic, le médecin spécialiste peut mesurer la fréquence cardiaque du patient. Le meilleur moyen de prévention est de mesurer la tension artérielle d'une façon régulière, car en cas de complications, ses conséquences sont néfastes sur le cœur. C'est l'une des causes principales de l'infarctus de myocarde, des affections artérielles, de l'insuffisance rénale et des troubles de vue. Une fois le diagnostic de l'hypertension artérielle établi, le médecin peut demander des examens complémentaires, tests de glycémie, évaluation de la fonction rénale, électrocardiogramme. L'objectif est d'évaluer l'impact sur le cœur, les vaisseaux et d'autres fonctions. Mais le patient peut éviter ces complications. La seule solution pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle est de prendre des médicaments et de se tenir à un régime alimentaire. Moins de sel, plus d'activité physique et baisse de poids. Ces indications sont indispensables pour que le patient puisse rester sain. Les médicaments prescrits sont efficaces et contribuent à stabiliser la tension artérielle.
L'hypertension artérielle est une maladie chronique qui nécessite un traitement au long cours. Sa prévalence augmente avec l'âge. Au niveau national, plus d'1 250 000 patients atteints de cette affection sont suivis au niveau des établissements de soins de santé primaires. Ouvrant notre page culture, direction l'un des fleurons du paysage culturel de la capitale, le Musée national de la parure au cœur de la Casbah des Oudaya. Un écrin de création artisanale plutôt d'une rare beauté qui recèle bien deux histoires de notre culture, celle de bijoux uniques. Il porte en l'histoire des femmes marocaines. Immersion dans les tréfonds d'un patrimoine ancestral avec Abdelrahim Bencheikhi et Maria Aoued. De tout temps, bijoux et parures habillent le corps des femmes comme un prolongement d'elles-mêmes. Une histoire unique que celle de ces bijoux, vieux de plus de 150 000 ans, et un pouvoir séculaire inébranlable. Taillés dans la pierre, le fer, le bronze, l'argent ou l'or, ces parures portent en elles l'histoire de l'humanité, mais aussi le récit de notre identité marocaine. Ces bijoux et ces parures sont uniques car ils portent en eux notre histoire commune, mais aussi la grande histoire des hommes, celle de notre existence. Ils symbolisent aussi la matérialisation des sentiments. Fabriqués à la main par des artisans orfèvres, les bijoux racontent les femmes comme une mémoire, dialogue céleste entre un matériau et une âme. Raffinée, élégante, la coquetterie marocaine est l'expression même d'une sensibilité ancestrale qui hisse cette égérie de chair au rang de madone. Depuis toujours, la femme marocaine prête une attention inégalée à son apparence. Les bijoux complètent son incroyable aura. Voilà ce qui fait toute sa splendeur. Une prestance unique et des bijoux merveilleux qui complètent sa stature hors du commun. Symbole d'appartenance ethnique, amulette de protection ou parure luxueuse parsemée de rubis, de grenats, de perles ou de topazes, le bijou allie l'utilité au sacré, l'ornemental au céleste, comme une identité millénaire au service du beau. Couleur du ciel avant de refermer ce journal. Demain, il pleuvra dans quelques provinces du royaume. Pluie et averses orageuses prévues sur les côtes et les plaines au nord de Safi, de la Méditerranée, le Rif, l'Atlas et le nord de l'Oriental. Des gouttes éparses sur les hauts plateaux orientaux, le nord-ouest des provinces sud et les plaines centres. Enfin, des chutes de neige sont prévues sur les sommets du Haut et Moyen Atlas. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.